C'est pour moi un grand plaisir de venir parmi les spécialistes de Cohen, puisque mon premier colloque, ça a été il y a 16 ans pour le centenaire, donc le colloque organisé donc, par Alain Schaffner, et où j'avais parlé justement de Proust. Alors rassurez-vous, je ne vais pas évidemment évoquer, reprendre une œuvre de jeunesse, mais plutôt prolonger la réflexion en me demandant pourquoi la figure de l'étranger chez Proust et Cohen est-elle pertinente à un demi-siècle de distance. Alors tout d'abord, il faudrait éviter ces clichés qui font que certains ont vu chez Proust des affinités avec ce qu'ils considèrent comme des écrivains juifs. Alors par exemple, il y a eu des rapprochements faits avec Montaigne, avec ses facultés d'analyse, l'assimilation de la pensée des autres, le patchwork littéraire qui fait qu'on critique, on cite et qu'on met en avant toute sa bibliothèque. Parce que sinon, il faudrait alors mettre dans le même panier Kessel, Romain Gary, Nathalie Sarraute et bien d'autres. Là n'est pas la question d'affinité ou de filiation. Je m'intéresserai plutôt à la problématique des types humains et littéraires, puisque parler de figure de l'étranger, c'est se rattacher à toute une tradition de reconnaissance qui remonte assez loin, sans aller jusqu'à la préhistoire, mais on songe évidemment à la physiognomonie empruntée à Lavater par Balzac. Et pour moi, il s'agit de voir un petit peu quelles sont les représentations de l'autre, les clichés que l'on trouve dans l'élaboration romanesque. Alors pour quelles raisons ? Tout simplement parce que c'est lié évidemment au parcours de l'auteur et à un contexte historique. Alors ce sont un peu des pistes que je lance. En particulier, alors puisque je parlais de physiognomonie, de caricature aussi, il est évident que les écrivains se plaisent à brouiller les pistes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement, alors on parle souvent pour Proust, on dit que le narrateur s'avance masqué, c'est un des grands clichés proustiens, mais on ne sait pas où les situer. C'est-à-dire qu'à force de reprendre le discours de l'autre, en particulier le discours antisémite, les clichés qui ont cours, alors, un demi-siècle de distance, c'est l'affaire Dreyfus pour l'un, pour l'autre, c'est la montée de l'antisémitisme, c'est les années 30, c'est le déchaînement de la presse, le déchaînement politique. Eh bien, on ne sait plus vraiment à quel degré lire les textes. Doit-on les prendre au premier degré, au deuxième, au troisième, voire plus ? Alors, je vous donnerai quelques exemples. C'est au sujet des clichés. Vous avez le problème justement de la lecture et du malentendu. Chez les deux se pose aussi la question de l'ironie. Donc, quel est l'engagement de l'auteur ? Quelle est sa prise de position ? Et la part de l'autobiographie. Mais en même temps, qui parle de contexte risque de nous faire sortir du texte. Donc j'essaierai de mettre en relation ces deux problèmes. Pour ce qui est de... Alors évidemment, je parlerai plus de Proust que de Cohen, comme ça, bon, ça servira de point d'appui, mais il est évident, alors c'est connu, mais je le rappelle, que l'ascendance juive de Proust a été un peu découverte à l'occasion de l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que pour beaucoup, en raison de ses amitiés, que ce soit les Greffulhes ou bien d'autres aristocrates, Proust ne pouvait pas prendre parti pour Dreyfus. Et certains ont dit, tenaient bon, ça c'est anecdotique, mais des conversations, des propos antisémites, et Proust réagissait de manière tout à fait vive et sans embâche. En particulier, bon, je ne rappelle pas évidemment tout ce qui concerne l'affaire Dreyfus, la pétition, l'engagement dans la foulée des intellectuels, et surtout alors on a beaucoup, j'ai entendu, donc on a parlé d'ambiguïté, d'ambivalence, mais chez Proust, il y a une identité qui est problématique. Alors je rappelle l'anecdote, qu'après justement cet engagement des deux frères Proust, Robert et Marcel, il paraît que pendant 3 semaines, père et fils ne se parlaient pas à table, puisque Adrien Proust était résolument anti-Dreyfusard. Et vous imaginez Madame Proust, née Jeanne Weil, et des biographes le rappellent à plusieurs reprises, juive convertie, dont les enfants étaient baptisés. Donc vous voyez, c'est aussi lié évidemment à une histoire personnelle. Alors pour lancer donc cette piste, il s'agit bien donc de problématiques liées à l'imagologie, à la représentation de l'autre, au fantasme aussi. C'est-à-dire que l'étranger fait naître à la fois des phobies,
qui peuvent amener donc l'antisémitisme, l'exacerbation des passions, des hostilités, des peurs, mais aussi la fascination. Je crois que chez nos deux auteurs, vous avez les deux. Et pourtant, il semblerait que chez Proust et chez Cohen, le lecteur se voit proposer un objet étranger. Alors sans revenir à des définitions évidemment rebattues, étranger, étrangeté, on devine évidemment les frontières ténues. S'interroger sur la figure de l'étranger chez Proust et Cohen, c'est évidemment essayer de repérer les indices de différence, les figures de l'écart, mais aussi cette volonté de réduire cet écart et cette différence. Et chez les deux, il aurait aussi, contre ces forces, disons, centrifuges, la volonté de retrouver une unité perdue à travers des êtres oxymoriques. Et une deuxième piste possible, c'est évidemment la première définition de l'étranger, c'est celui qui vient de l'autre pays, de l'autre région, de l'autre ville. Et on voit bien le rapport d'inclusion, c'est-à-dire de quelque chose de résolument éloigné et finalement du lointain au proche. Pour ne pas évoquer évidemment la formule de Nietzsche qui préconise non pas l'amour du prochain mais l'amour du lointain. On serait peut-être dans cet antagonisme. Jusqu'où va le rapport de voisinage, voire de cousinage? Donc ce n'est plus dans ce cas-là l'autre, le moi qui est haïssable, mais évidemment l'autre qui est haïssable. Et on sent bien le glissement possible de sens de l'étranger au barbare, si on remonte à l'Antiquité grecque. Et chez nos deux auteurs, vous sentez l'importance accordée à la fois, alors plus évidemment chez Cohen, à tout ce que vous avez dit sur le costume, le déguisement, l'apparence. Chez Proust, cela relèverait plutôt de la parlure, de l'idiolecte, et en particulier de cette attention portée aux accents et aux écarts, c'est-à-dire les fautes de français, les intonations étonnantes. Et dans les deux cas, nous découvrons finalement une certaine bigarrure de l'humain. Et après donc cette d'étrangeté et l'éloignement géographique, vous avez évidemment la figure de l'étranger chez les deux qui correspond à la différence sociale, religieuse, à l'éventail de valeurs morales et politiques. Et on voit bien évidemment que finalement tout se confond et tout risque de devenir différence. Si bien que cela entraîne la naissance d'un complexe obsidional, c'est-à-dire peut-on intégrer ce qui est étranger ou doit-on au contraire cloisonner, marquer justement les distances. Il me semble que dans ce sens, les cheminements de Proust et de Cohen divergent, c'est-à-dire qu'il aurait une sursaturation des signes de l'étranger chez Cohen, autour des clichés que j'ai cités, et chez Proust, au contraire, une volonté de montrer que tout est uniforme et qu'il faut véritablement mener une enquête symptomatique, des indices qui font que les masques tombent, mais à la fin, tout converge. Justement, ce sont ces fameux côtés. Alors, il y aurait le côté du même, pour pasticher Proust, et le côté de l'étranger, qui se rejoignent à la fin du temps retrouvé. Alors, très rapidement, pour en revenir, mais je ne citerai pas évidemment tous les textes, à une des définitions les plus communément acceptées, qui est celle des différences de pays. Alors tout d'abord, vous avez chez Proust comme chez Cohen la notion de cosmopolitisme qui importe avec les microcosmes qui sont mis en avant. Alors je ne reviendrai pas sur le microcosme de Genève de la SDN, qui évidemment par son nom même nous amène à penser qu'il y a croisement, superposition des discours des pays. Et chez Proust, c'est ce qu'on retrouve évidemment dans des villes comme Paris, ou même dans les stations balnéaires comme Balbec, ou bien Venise, encore une fois. Il n'y a que Combray qui soit un monde véritablement fermé et clos, mais pour le reste, on pourrait très bien rapprocher Genève, Paris, Balbec, Venise, ce sont les mêmes microcosmes où viennent les riches du monde entier, et où se mêlent les classes, les parlures et les origines. D'autre part, cette dimension cosmopolite ne met pas au même niveau tous les pays. Il n'y a pas un étranger chez Proust ou un étranger chez Cohen, mais des étrangers avec une hiérarchie. Et j'ai l'impression que chez les deux,
règne disons une suprématie de l'Occident et de l'Europe. Finalement, qu'est-ce qui l'emporte chez Proust, et c'est tout à fait représentatif de la Belle Époque, c'est une domination de cette vieille Europe par rapport à ses marges. On parlait tout à l'heure justement des Juifs venant des pays de l'Est, mais vous avez aussi chez Proust une méfiance, par exemple, des Américaines, des riches Américaines qui viennent, avec leur argent, leur dollar, redonner un sang neuf, disons, un souffle nouveau à l'aristocratie appauvrie. Vous voyez, donc le Nouveau Monde, l'Europe plus éloignée. Alors pour citer quelques noms évidemment de figures d'étrangers chez Proust, vous avez le fameux, le surnom Ski, hein, et puis la princesse Sherbatov. Mais cette princesse Sherbatov n'a rien de reluisant, c'est la Russie exilée qui va de villégiature en villégiature, mais qui n'est pas forcément, qui n'étale pas le faste et l'exotisme voulu. De la même manière, alors vous avez, bon, je ne vais pas citer évidemment la princesse de Luxembourg, les princesses italiennes, ou même, alors c'est beaucoup plus complexe chez Charlus, ses accointances, on pourrait dire, avec l'Allemagne. Et lorsqu'éclate la Première Guerre, lui qui était le mieux intégré, le baron, alors il y a tous ces titres, hein, je ne vais pas rappeler, tout d'un coup devient l'étranger, l'indésirable. Et on pourra voir que ça rejoint évidemment aussi les territoires de Sodome. Alors bon, chez Cohen, hein, on sait bien hein, que quand on voit défiler les noms, que ce soit Madame de Sabran, que ce soit Mrs. Forth, ces femmes du Danemark, de Suède, il y a aussi une volonté de mettre en avant l'Europe, la vieille Europe, l'Europe du Nord, par rapport à l'Europe du Sud. C'est encore une fois un même clivage géographique. Donc un cosmopolitisme, soit un bon cosmopolitisme, ou au contraire un cosmopolitisme douteux, hein, c'est-à-dire attention aux marges, aux frontières de l'Europe. Alors j'en viens à ma deuxième acception de la figure de l'étranger qui concernerait plutôt la dimension sociale, la différence de milieu. C'est-à-dire que quand il s'agit de parler de figure de l'étranger au sens métaphorique du terme, on se souvient chez Proust qu'il y a un esprit de clan, hein, un esprit de clan, de tribu. Alors je vous renvoie au début d'Un amour de Swann, le fameux petit clan hein, de Madame Verdurin. Et le mécanisme est le même. C'est-à-dire que c'est le snobisme qui entre en jeu. Alors je vous renverrai évidemment à la fin de Belle du Seigneur, au séjour méditerranéen du couple qui subit le snobisme de certaines, donc Mrs. Forbes en particulier, et où on assiste, comme chez Proust, à des exécutions, des exclusions mondaines. Hein, c'est-à-dire il faut en être ou ne pas en être. Hein, et que si on n'est pas reconnu, si on n'est pas adoubé, alors évidemment, Mrs. Ford n'a rien de Madame Verdurin, mais elle a une manière finalement de faire miroiter des rendez-vous mondains et ensuite de décommander à la dernière minute. Hein, je vous renvoie à l'épisode de la partie de tennis. Mais c'est le même esprit. Hein, c'est intégré ou au contraire rejeté. Alors, on pourrait dire, Madame Verdurin serait-elle hostile aux étrangers en général? Alors là, on voit un petit peu les nuances chez Proust. Il ne s'agit pas du tout d'une différence sociale ou bien, disons, une préférence nationale, puisque le paradoxe du personnage de Madame Verdurin chez Proust, c'est que finalement cette femme est à l'avant-garde. Ah bon, je ne vais pas résumer Proust, mais je vous rappelle que c'est elle qui a l'intuition de défendre Dreyfus, alors que au début, évidemment, tous pensent bien sûr que c'est un traître tout à fait reconnaissable, et surtout, elle va soutenir aussi les ballets russes. Hein, bon, puis je ne reviens pas sur son parcours. Donc il y aurait chez elle une ouverture d'esprit et une volonté finalement d'assimiler tout ce qui est alors étranger, nouveau, moderne. Vous voyez, par glissement de sens, l'étranger, c'est aussi le sang neuf, c'est aussi finalement le brassage,
le monde le monde en progrès. Alors je poursuis avec aussi tout ce qui concerne, alors dans les deux cas, la réflexion concernant la race et la lignée. Alors on pourrait faire un parallèle intéressant entre l'ouverture de Belle du Seigneur où dans son journal, Ariane revient sur ses ancêtres, sur l'arrivée à Genève et surtout ses noms, hein, que ce soit Corisande, Doble, Cassandre, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapprochement avec des sonorités, avec les guermantes, hein, vous voyez, donc aussi comment dire, une volonté d'enracinement dans une lignée et dans une race. Or, c'est exactement ce qu'on retrouve chez Cohen, de manière inversée, avec évidemment les valeureux et toute l'ascendance de Solal. C'est-à-dire à chacun, finalement, son enracinement, son identité, et donc avec une hiérarchie ici bouleversée. Alors la question du nom est intéressante, puisque tout à l'heure, dans les débats, vous avez parlé de Bloch et de Swann. C'est quand on parle d'identité, une identité, c'est à la fois une origine géographique, mais aussi un nom. Et on sait l'importance, évidemment, de l'onomastique chez nos deux auteurs. Alors je préciserai, parce que je mettrai en avant Proust, que dans le cas de Swann, il n'y a pas de reconnaissance immédiate. Swann étant, c'est le signe, alors évidemment on pourrait gloser évidemment sur les jeux de mots, le signe, mais Swann c'est en anglais, c'est aussi la même racine qu'on retrouve en suédois ou en allemand, enfin à quelques variantes près. Ce qui fait que ce n'est pas un nom identifiable. Swann a un air très british, d'ailleurs il a tout du dandy. Et si on se penche sur le caractère de Bloch, puisqu'on l'a cité tout à l'heure, Bloch, lui, est reconnaissable par son nom, mais s'opère une double métamorphose au cours de la recherche. Tout d'abord, la métamorphose physique, il aura une petite barbichette, il aura un lorgnon ou un monocle, et surtout, il prend un nom de plume. Donc la métamorphose passe bien par l'entrée dans la carrière d'homme de lettres. Évidemment, on ne fera pas de parallélisme avec Proust, mais ce fameux Bloch s'appellera à la fin Jacques du Rosier. Donc vous voyez, la particule, le changement physique et surtout le fait de gommer, d'effacer tous les signes de reconnaissance. Donc c'est Proust et ses doubles, vous voyez, qui jouent avec le personnage de Swann, avec celui de Bloch. Et comme par hasard, vous avez un travail de réhabilitation. C'est-à-dire que les personnages ridicules, Bloch avec ses homérismes, son grec de potache, sa maladresse, il casse un vase, mais au lieu de s'excuser, au contraire, il en est presque indigné. Enfin, il a tout du personnage ridicule, comme Madame Verdurin. Mais à la fin, c'est quelqu'un, un grand romancier à la mode, on ne le reconnaît plus. Donc c'est pour ça que ce serait l'inversion, justement. Il ne va pas se déguiser, au contraire, il se déguise pour ne plus être reconnu. Donc il y a un travail de masque qui se fait. Alors comme transition évidemment pour ma troisième petite étape, alors il est évident que par glissement, on aurait envie de parler de la figure de l'étranger, c'est aussi la préoccupation, c'est dans le contexte de l'antisémitisme, la figure du juif dans nos deux œuvres. Or, chez Proust, c'est quelque chose qui est gommé. Alors bon, je ne ferai pas tout un travail de genèse, mais l'affaire Dreyfus, qui est traitée presque sur le mode du reportage dans Jean Santeuil, n'est pas oblitérée dans la recherche, mais traitée de manière oblique. C'est ce que les personnages pensent. Cela relève plus de la chose vue, on n'assiste pas au procès. De la même manière, l'antisémitisme n'est pas mis en avant, comme dans Jean Santeuil, puisqu'on le voit pour Swann, il n'est pas du tout stigmatisé. Il est accepté, reçu par les uns les autres, que ce soit les parents du narrateur, que ce soit par les guermantes. Et on sent bien que les clichés sont retravaillés. Alors je donnerai quelques exemples, puisque vous avez parlé tout à l'heure du nez, de ce fameux nez de Swann. Dans le cas de ce personnage, le narrateur proustien parle, en prenant évidemment des distances, des guillemets, il parle du fameux nez busqué.
Mais alors comment joue-t-il sur ce qui était évidemment, faisait partie des caricatures lors du déchaînement de la presse hein, pendant l'affaire Dreyfus? Eh bien, il insiste sur le nez busqué de Madame de Guermantes, en disant que c'est un signe aristocratique de race. Et on pourrait évidemment faire un parallèle avec tout l'art du portrait chez Cohen. Donc c'est pour ce qui est de Swann. Et bon, bah pour Bloch, hein, j'ai parlé de sa métamorphose. Alors n'y aurait-il pas dans cet art du portrait donc une volonté non pas de mettre en avant les signes de la judéité, mais au contraire de les gommer et de laisser justement planer le doute, hein, comme je vous l'ai dit, pour Proust, il a souvent été pas attaqué, mais on considérait que certains passages étaient tout à fait troubles et contestables. Alors c'est pour cette raison que, alors donc je vais un petit peu plus vite, j'en arrive, oui, à tout ce qui concerne comment dire, oui, ce glissement, hein, puisque tout à l'heure j'évoquais la figure de Charlus, qui, considéré comme celui qui était le mieux intégré à la société, le plus en avant, finit par apparaître comme une figure de l'étranger dans le temps retrouvé. Alors pour quelles raisons? Tout d'abord parce qu'il met en avant sa germanophilie, ses ascendances, ses ancêtres, mais aussi parce que dans l'esprit de Proust, et cela est bien dit dans Sodome et Gomorrhe, il y a finalement une mise en scène de ce qu'il appelle les races maudites dans Sodome et Gomorrhe, où il en arrive à mettre au même plan donc les invertis, et puis aussi donc tout ce qui concerne ici l'homosexualité. Donc il y a vraiment un amalgame qui est fait chez Proust dans ce repérage des signes. Alors si bien que, alors métaphoriquement, qu'est-ce que cela donne? Quand il parle de l'homosexualité féminine, il parle de ce continent noir, de cette fête d'essence inconnue. Ou bien, alors au plan sentimental, vous avez aussi la réflexion sur les mariages que vous avez chez Cohen et chez Proust. Bon, je ne rappelle pas évidemment les propos de l'oncle Saltiel qui veut trouver une bonne épouse, hein, une parfaite épouse pour contrer les charmes vénéneux de la belle chrétienne. Bon, je cite évidemment tout ce qui est connu. Chez Proust, c'est le contraire. Ce n'est pas du tout l'endogamie qui est mise en avant, mais ce qu'il faut, c'est grâce au mariage, sortir de l'étrangeté. Alors, pour l'exemple de Madame Verdurin, c'est sortir de la bourgeoisie et devenir, elle épouse Monsieur de Duras et à la fin elle devient la nouvelle princesse de Guermantes, donc métamorphose du nom. Pour Odette, Odette aussi demi-mondaine, Odette de Crécy, Odette Swann, et puis elle aussi, par le mariage, sort de sa classe, donc elle qui était étrangère, hein, au bon milieu, au bien-pensant, devient finalement tout à fait acceptable. Et je prendrai évidemment l'exemple alors, du mariage entre Swann et Odette, mais aussi encore mieux celui de Gilberte, puisque Gilberte épouse Robert de Saint-Loup. Si on parle justement de filiation, hein, que ce soit l'identité, comment dire, l'apport de tout de la filiation maternelle ou paternelle, la question du nom est tout à fait centrale et cruciale chez Proust. Je vous rappelle l'escamotage du nom qui se fait, puisque Gilberte, finalement, signe Gilberte Swann de Saint-Loup, puis petit à petit, le Swann devient S et se confond avec le G, et finalement, on assiste à un meurtre du père, et à une disparition, une manière de renier toutes ses origines. Alors c'est pour cette raison que vous voyez que le traitement de l'étranger est assez complexe, hein, vous voyez, entre exotisme, hein, et puis au contraire l'étranger invisible, justement l'étranger qu'on ne voit pas,
avec le complexe obsidional dont j'ai parlé, la peur hein, de l'homme invisible, de l'être qui traverse toutes les classes sociales, toutes les époques, qu'on pense à Swann ou bien à Bloch qu'on a cité tout à l'heure. Et alors le rapprochement avec, là je n'ai pas le temps de développer, mais avec Cohen peut se retrouver, alors je citerai juste quelques expressions, donc la généalogie mise en avant par Ariane Doble, mais aussi à l'ouverture de Belle du Seigneur, dans le journal. Alors, vous savez, quand Ariane entreprend de devenir romancière, hein, est-ce qu'on n'a pas une ébauche de roman de la romancière? Elle parle au début, alors je cite hein, Cohen cette fois-ci, de tribus protestantes bien de Genève. Je cite encore Cohen, enfin Ariane parlant dans son journal, le petit clan d'Ultra. Les catholiques, peuplades bizarres, indigènes mystérieux. Alors j'y vois évidemment un jeu sur le regard de l'autre. C'est pas comment peut-on être persan comme chez Montesquieu, mais comment peut-on être catholique, protestant, comment peut-on être juif, comment peut-on être étranger. Et ensuite, ce qui revient très souvent chez Cohen, alors je cite encore une fois, les protestants, genevois de grande race, et puis systématiquement, l'identité liée à la nationalité. Il faut que Deum soit à la fois vaudois et belge, si je me souviens bien. Les personnages sont définis par leur nom, leur identité. Mais finalement, ils sont tous étrangers. Mais il y a des degrés d'étrangeté, c'est-à-dire il y a de bons étrangers, de mauvais étrangers. C'est pour cette raison qu'on en arrive à une hiérarchie étonnante, à un éventail, à un feuilleté de figures d'étrangers, vous voyez, que ce soit chez Proust ou chez Cohen. Il me semble aussi, alors ça, je m'achemine vers une petite synthèse, qu'on retrouve des oppositions plus nettes chez Cohen de religion et de géographie, plus l'Occident contre l'Orient, mais ça, beaucoup l'ont dit, je ne reprendrai pas. Et puisque je parlais surtout chez les deux à la fois de l'apparence et du discours, on pourrait faire un rapprochement intéressant entre le discours fleuri de l'oncle Saltiel, qui parle par métaphore, par comparaison, qui est saturé de lyrisme, d'interjection. Le discours de Saltiel, il est plein d'orientalisme, je ne sais pas comment on pourrait dire, d'emphase orientale, qui se traduisent par une logorée lyrique, par des périphrases, qui ressemblent tout à fait à la première manière, au premier style de Bloch, à l'oral. Quand il parle comme les Parnassiens, par Héraclès ou bien par... il parle à la manière disons, des poètes parnassiens utilisant des périphrases homériques. Alors je pensais à ce que chez Saltiel, vous avez l'engin porte-voix ou bien la machine volante pour désigner l'avion et le téléphone. Alors c'est pour cette raison que le cosmopolitisme est vu de manière différente, puisqu'on a d'un côté un cosmopolitisme douteux dont on se méfie chez Proust, avec une volonté de réduire l'écart et la différence, alors que chez Cohen, ce serait plutôt, alors je pensais à ce qui était dit par exemple de la SDN, enfin de Genève, je cite, petite république, patrie de la Croix-Rouge, qui devait favoriser la compréhension des peuples et la paix du monde. Ce sont évidemment des clichés. Et comme par hasard, la visite de Saltiel concerne l'université, et on pourrait évidemment jouer sur les mots entre université, universalité, humanisme. Et en filigrane, on retrouve évidemment tout le contexte historique que nous avons cité chez Proust, puisque on retrouve des allusions au pogrom de Russie, à l'affaire Dreyfus, et aussi évidemment à ce qui se passe en Allemagne. Alors un rapprochement, et là j'accélère un petit peu, avec l'esprit snob de clan des Verdurins, mais aussi des salons Guermantes. Souvenez-vous de la réflexion de ces dames, Mrs. Forbes, qui dit « Mais alors, nous sommes en plein pays de connaissances alors ». C'est-à-dire que le pays, ce n'est pas un pays géographique, pittoresque, mais c'est le pays dont les frontières sont uniquement morales
sociale. Et on retrouve cette carte de la mondanité, puisque je vous rappelle que Ariane parle de ses études à Cambridge, à Oxford. Donc on est en terrain de reconnaissance. Et cette même Mrs. Forbes dira, est comparée à une vive truite retrouvant ses eaux natales. Et je terminerai donc sur un petit repérage lexicologique, disons des expressions qui mettent en avant cet ostracisme, avec tout l'arrière-plan, puisque finalement c'est chez nos deux auteurs une volonté d'exclure, mais peut-être les meilleurs. Alors quels sont les termes utilisés? Alors vous avez ce détail qui m'a frappé à la fin de Belle du Seigneur, le fait qu'ils soient inscrits à l'hôtel sous leur vrai nom, avec leur vrai papier d'identité, et comment sont-ils qualifiés? Solal est qualifié d'individu, Ariane de créature. Ils passent pour un couple irrégulier. Donc vous avez, puisqu'on parlait ici de dimension matrimoniale, est-ce que l'étranger peut s'intégrer par mariage? Chez Proust, c'est tout à fait honorable. Swann, on ne voit rien, chacun y gagne, que ce soit aux dettes de Crécy. Pour Gilberte, il en est de même. Or, chez Cohen, vous avez au contraire une hantise du mauvais mariage, du mariage qui déclasse, qui déshonore. Alors, je ne vais pas citer tous les termes, conduite infâme, action déshonorante, scandale, ignominie, chassé, le terme anglais disgraceful, qui est cité dans le discours de Mrs. Forbes. Et surtout, cette phrase terrible, c'est « il n'est plus rien, a nobody ». Donc c'est le contraire. Le personnage de l'étranger renvoyé à son étrangeté, disons, primitive, originelle. À un moment, cette dame dit « il a été naturalisé, quelle horreur !» et on a découvert une irrégularité. Ce néant que l'on a chez Cohen n'existe pas chez Proust. Au contraire, c'est un personnage, l'étranger n'est pas pointé du doigt, mais il apparaît comme l'être protéiforme, qui est accepté partout, qui est le bien-aimé, qui est le fêté. Donc on voit bien d'un côté le rejet, de l'autre une écriture, disons, de compensation. Alors c'est pour cette raison que je m'achemine très rapidement vers ma conclusion, que curieusement chez Proust, on aurait un croisement d'itinéraires. Alors on a beaucoup parlé de Charlus. Finalement, Charlus, c'est la figure même de l'étranger. L'inverti, à la fin du temps retrouvé, Charlus, c'est celui qui est du côté des Allemands, c'est un Allemand, je paraphrase, à la fin du temps retrouvé, et surtout c'est un être qui est déclassé. Alors que, de manière inverse, Swann, c'est celui qui arrive à escamoter les signes de la différence et celui qui se fait oublier. Alors c'est dans cette perspective que, d'un côté, nous avons un auteur qui dévoile, qui démasque, qui joue sur les signes, mais dans toute leur ambivalence, alors que chez Cohen, c'est ce qui a été dit, il y a un travail sur la saturation des signes et sur la volonté de pasticher le discours de l'autre. C'est-à-dire qu'on adopte le discours de l'autre pour mieux le déconstruire. Et finalement, nos deux auteurs se livrent un travail peut-être d'inversion des signes, de compensation, de réhabilitation, à la recherche peut-être d'un lieu. Alors, est-ce que ce lieu serait justement de nature sentimentale? Je pensais à l'image de la fin de Belle du Seigneur, quand il s'agit de faire refleurir le désert de leur amour. Qu'est-ce qu'il reste finalement? Pas de patrie, mais finalement une patrie sentimentale, une carte de tendre revisitée. Et c'est pour cette raison que chez nos deux auteurs, nous avons une mise en scène peut-être d'une indicible ou d'une insoutenable étrangeté de l'être, mais qui est réduite chez l'un, exacerbée chez l'autre.